Et deuxièmement, parce qu'on doit faire réfléchir notre peuple. Si l'on doit se soumettre tous au devoir commun, lorsque le pays, par la voix de ses représentants, en a donné l'ordre, c'est ça la démocratie. La démocratie, ça ne vous oblige pas à penser d'une manière ou d'une autre. C'est une manière de prendre une décision. C'est pas pareil. Eh bien, on accomplit son devoir. Mais dites donc, c'est très intéressant, ça. Est-ce que tout le monde accomplit son devoir aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, dans la guerre économique à laquelle vous voulez nous faire participer? Ou est-ce que, comme d'habitude, les plus puissants ne sont pas les plus planqués? Est-ce qu'ils ne sont pas ceux qui payent le moins l'impôt? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui démolissent les péages? Bon, je ne veux pas m'étendre davantage sur le sujet, puisque c'est la guerre dont nous parlons. Mais enfin, nous devons dire au peuple français, en toutes circonstances, il y a des principes intangibles. Et nous pouvons le dire maintenant, un siècle après, parce que nous ne blessons plus personne individuellement, comme peut-être nous l'aurions fait à d'autres moments, mais à d'autres moments. D'abord, les anciens combattants furent les premiers à demander la réhabilitation d'un certain nombre de fusillés. Alors nous, pris de pudeur que les intéressés ne connaissaient pas, nous refuserions d'en parler. Non, il faut en parler. Pour dire quoi? Premièrement, en toutes circonstances, il faut récuser les tribunaux spéciaux. En toutes circonstances, il ne peut y avoir d'autre justice que la justice telle que nous en avons délibéré. Il ne peut y avoir de pouvoirs spéciaux, à plus forte raison, lorsqu'ils se présentent sous la forme de 3 officiers instruisant sans défense, dont ce n'est pas le métier de faire les juges. Deuxièmement, que nous devons être vigilants face aux lanceurs d'alerte et cesser de les maltraiter pour le seul fait qu'ils troublent notre tranquillité. Car enfin, ces lanceurs d'alerte-là savaient qu'ils seraient fusillés. Je voudrais le rappeler à tout le monde. Ceux qui ont refusé d'obéir savaient qu'ils seraient fusillés. C'est donc avec une conscience particulièrement élevée qu'ils agissaient comme ils agissaient. Peut-être que les premiers ne le savaient pas, mais les suivants, si. Car, comme vous l'avez peut-être appris, les exécutions se faisaient sur le front des troupes. Et la nouvelle, ensuite, était envoyée au village. C'est donc bien une politique de terreur qui était organisée. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je crois qu'il faut les réhabiliter tous pour qu'on réfléchisse à ce que signifie le devoir d'obéissance. Ce n'est pas une question simple. Des fois, il faut désobéir. Et c'est à ce moment-là que vous êtes un être humain. Sinon, vous êtes un rouage. Je ne dis pas il faut désobéir par principe. Mais je dis il faut y réfléchir. Quelles sont les règles d'action qui commandent nos vies? Oh, je pourrais citer les exemples héroïques de la Deuxième Guerre. Les justes avaient-ils raison ou tort? La question est tranchée. Ils avaient raison, ils désobéissaient. Mais l'expérience plus récente m'a confronté, comme militant politique, à des questions de cette sorte. Ceux qui désobéissent parce qu'ils fauchent un champ de maïs OGM en plein air, doivent-ils obéir ou désobéir? Qui a raison dans cette circonstance? Il y a une raison. On n'obéit pas à des ordres qui n'ont pas été délibérés par la souveraineté. Qui a décidé qu'on pouvait en faire en plein air? Personne. Donc on peut désobéir. Mais j'ai vu d'autres cas plus graves. Je me suis engagé profondément dans la lutte contre les dictatures de l'Amérique latine. Lorsque nous avons fini par vaincre les dictateurs, et quand nous avons enfin fini par pouvoir les traîner dans des tribunaux pour les juger, nous avons vu des gens défiler à la barre. Et quand on leur demandait pourquoi ils avaient fait ce qu'ils avaient fait, des actes abjects, quelque chose que seule l'humanité est capable de faire, parce que les animaux n'ont pas ce type de comportement violent, cruel et sadique. Pourquoi ils avaient torturé en masse leurs propres compatriotes? Pourquoi ils en avaient jeté depuis les hélicoptères avec des fers attachés aux pieds pour qu'ils se noient? Pourquoi en avaient-ils torturé pendant des heures? Pourquoi avaient-ils confisqué les enfants pour les distribuer? Ces actes inhumains, barbares, fondamentalement barbares.
Qu'est-ce qu'ils répondaient, mes chers concitoyens? Quel était leur argument à ce moment-là, confrontés à l'horreur de leurs crimes que peut-être ils ne voulaient plus voir? Ils répondaient, c'était le devoir d'obéissance. Ils ont répondu, c'est le devoir d'obéissance. J'ai entendu pendant le procès du général Viola défiler je ne sais combien de militaires, ce n'est pas à la fonction que je m'adresse, aux hommes, à l'individu qui est sous chaque uniforme, sous chaque responsabilité, à la personne humaine, à sa morale, devoir d'obéissance, devoir d'obéissance. Vous jetiez des gens à la mer, oui, devoir d'obéissance. Vous les tabassiez à l'électricité toute la journée, oui, devoir d'obéissance. Devoir d'obéissance. Bien sûr, ce sont des crimes abominables. Vous croyez que parce qu'ils sont abominables, ils sont évidents? Que doit faire celui qui aiguille le train, qui va vers le camp de la déportation? Pas de peau, on sait où il est, on sait que c'est lui. Il doit empêcher le train d'arriver. Sinon, devoir d'obéissance. L'obéissance est un acte conscient. J'obéis pour ma part aux lois, parce que j'ai décidé de le faire. Pas parce que j'ai peur de la punition. Parce que je crois que c'est la seule manière que nous avons de vivre ensemble. Je me soumets à la démocratie. 51 ont raison contre 49, c'est pas évident du tout, mais j'accepte. C'est pourquoi je respecte les lois qui sont décidées en dehors de moi. Mais mon devoir de conscience morale, d'être humain, avant toute chose, et de composante de l'humanité s'impose à moi par-dessus tout. Comme disait Montesquieu, je ne vais pas vous citer Robespierre, Montesquieu, avant que d'être français, je suis un être humain. Robespierre, lui, vous aurait dit, avant que d'être français, nous sommes d'abord porteurs de droits universels et citoyens. Il faut finir. Je vais le faire avec 2 textes. Tous ces jours, je me chantais la chanson que vous connaissez, là. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Hein? Le refrain, vous le connaissez? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre. C'était pour partir à la guerre. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps de souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Peut-être qu'après mon exposé, certains auront trouvé des réponses à la question, ils la connaissaient déjà. Et moi, je veux faire vivre sa grande voix encore. Le 31 juillet, c'est le dernier jour pour Jaurès. L'après-midi, il va se prendre une balle dans la tête au restaurant Le Croissant d'Or. Son assassin porte bien son nom, il s'appelle Raoul Villain. Hasard de l'histoire. Mais en France, c'est comme ça. Celui qui a tiré sur Robespierre s'appelait Merda. Ah, voilà. Voilà ce qu'écrit Jaurès. Tout est en train de partir en morceaux. Il le sait. Il le sait depuis un bon moment, vous savez. Moi, j'ai lu des textes de lui, je le vois, quand il fait son voyage en Amérique latine, le bateau de son frère saute à Toulon. Ah, tout le monde l'accuse. Monsieur Jaurès, c'est pas étonnant, c'est son frère, il a fait sauter un bateau. Bref. Accusation absurde, grotesque. Oui, Jaurès dit les sangsues de la rumeur, les limaces de la rumeur, la calomnie. On connaît ça, hein? Ça s'est pas arrêté comme procédé. Hein. Il est là dans cette angoisse. Il fallait 15 jours à l'époque pour arriver jusqu'à l'Argentine, il va faire du discours magnifique. Cette angoisse que la guerre éclate en Europe et que lui soit là-bas, et déjà sa vie est en miettes personnelles. Il dit à sa femme avant de partir, aimez-moi quand même un peu. Il sait bien que c'est pas une vie ce qu'il fait là, de courir comme ça partout. Vous savez ce qu'il allait faire en Argentine? Chercher des sous pour l'humanité, c'est pour vous dire que ça fait un moment que le problème des sous est posé. Et là, il écrit dans l'Humanité. Et je fais mien, et sans doute vous-même, quand vous entendrez ces lignes, vous les ferez vous. Je les ai découpées. Et voici ce qu'il dit. Avant l'immense tuerie qui va avoir lieu.
quelques heures avant d'être assassiné pour penser ça. Et parce qu'il était, à ce moment-là, comme chacun de vous l'est à sa façon, là où il est. Femme, homme, le point d'appui des autres. Celle ou celui vers lequel les autres se tournent pour savoir quoi faire. C'est une responsabilité que chacun d'entre vous doit accepter. Je ne vous fais pas la leçon, et non pas subir. Nous avons à être fiers d'être la poutre sur laquelle les autres s'appuient. Si nous n'y sommes plus, alors il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, pour qu'il n'y ait plus rien. Voici ce qu'il disait. C'est à l'intelligence du peuple, c'est à sa pensée que nous devons faire aujourd'hui appel, si nous voulons qu'il puisse rester maître de soi, refouler les paniques, dominer les énervements et surveiller la marche des hommes et des choses pour écarter la race humaine de l'horreur de la guerre. Le péril est grand, mais il n'est pas invincible si nous gardons la clarté de l'esprit, la fermeté du vouloir, si nous savons avoir à la fois l'héroïsme de la patience et l'héroïsme de l'action. La vue nette du devoir nous donnera la force de le remplir. Ce qui importe avant tout, c'est la continuité de l'action. C'est le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière. Là est la vraie sauvegarde. Là est la garantie de l'avenir. Vive la République, vive la France.